Salut à tous, un nouveau débriefing F1 à la suite, bien sûr, du Grand Prix de Malaisie avec Jean-Luc. Ça va Jean-Luc? Ça va Patrick, et Je toi? pense que tu t'es bien régalé sur ce Oui, Grand Prix. oui, Ça en est oui, passé oui. des Ouais, choses. c'était top. Et puis déjà, faire référence à notre partenaire, f1-direct.com, qui nous assure le live sur notre site. Et on a pu se rendre compte que justement, il y avait du monde pour suivre également ce live lors des 3 jours de ce Grand Prix de Malaisie. Un premier bilan, Jean-Luc, en termes justement, histoire de un petit peu de se remotiver. Moi, je sais que tu avais bien aimé le Grand Prix d'Australie. Je n'avais pas forcément partagé ton point de vue, mais là, des bagarres à tous les étages. Enfin, on s'est régalé. Enfin, on a pu voir ce que pouvait donner le KERS et le DRS. Alors voilà, c'est toujours un peu difficile quand on est vraiment la tête dans le guidon, c'est le cas de le dire, d'avoir un jugement objectif. Mais là, avec le recul, avec quelques heures, oui, je peux dire que ce Grand Prix m'a passionné, utilisons le mot qui convient. Alors certes, si on tire les grandes leçons très rapidement, c'est à nouveau Sébastien Vettel qui l'emporte avec la Red Bull, Renault, comme en Australie. Mais avec une marge tombée à 3 secondes, il a un peu laissé filer sur la fin, mais il n'a jamais été à plus de 10, 11 secondes de son poursuivant. C'est quand même pas beaucoup. Il avait un problème de KERS, on va rentrer dans le détail, il n'a pas pu l'utiliser, donc on l'avait interdit hormis au départ, parce que c'est ça qui a dû le sauver par rapport au rush des deux Renault. Donc derrière, on retrouve les McLaren, on le savait dès les essais qualifs, que les McLaren étaient au niveau des Red Bull, ou pratiquement, avec les pilotes entrelacés. Les Ferrari, un ton en dessous, pas trop servis par la course, on y reviendra. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, avec de belles bagarres à tous les niveaux, des passes d'armes, Weber, Kobayashi, c'était génial, Alonso, Hamilton, enfin bon, ça c'est de la course automobile, voilà, c'est tout. Vous vous rappelez tous aussi Hamilton, là, qui, avec Alguersuari, et puis ils sont 3 dans la ligne, et Schumacher, qui va tout droit dans les stands, voilà, bon, ça, enfin, on a vu, voilà, c'est ça qu'on aime. Je ne les ai pas comptés, mais il y a eu des dépassements, des vrais dépassements, et même des redépassements, c'est-à-dire des bagarres à plusieurs, un peu comme de la moto, tiens, voilà, exactement. Bah non, c'est un compliment. Ça, c'est un sacré compliment. Un sacré compliment. Alors c'est vrai que le résultat brut, ça nous laisse un petit peu le sentiment que c'est Vettel et les autres, quand même, un petit peu, même si c'est vrai qu'on ne fait pas souvent référence dans des briefings, on parle beaucoup du Grand Prix, au qualif, là on s'est régalé aussi dans les qualifs. Hamilton-Vettel, c'était fabuleux quand même. Alors j'ai sorti mes papiers parce que là tout compte. Oui. Non, mais l'écart est réduit. D'abord Vettel, il nous a sorti un tour de folie là, pour aller chercher le 10e qui lui permet d'être devant Hamilton. Hamilton, il y croyait un moment, vraiment, il s'est dit là, j'ai fait le boulot, l'autre il va avoir du mal. Il a été la chercher, voir la tête du pilote quand il enlève le casque, la cagoule, et on voit il s'est vidé, mais sur un tour. Enfin, il en a fait plusieurs quand même, mais il a été cherché, il a fait 12 tours seulement sur la totalité des qualifs, ça c'est important. Et c'est une des clés de la course. Hamilton en fait 19. Donc il tape plus dans ses pneus, et notamment il y en a un qui le détériore. Donc lorsqu'on le met sur la voiture pour la course, eh bien il est abîmé ce pneu, donc ce train de pneus, donc il est moins performant. Weber, qui n'est pas loin, il est à 3 dixièmes de Vettel. Tu vas me dire 3 dixièmes entre équipiers, oui mais c'est pas beaucoup par rapport à la valise, littéralement, qu'il avait pris en Australie. Entre Hamilton et Button, maintenant tu vas me dire, eh bien 2 dixièmes, c'est pas beaucoup non plus. On sait que Button est un peu moins véloce sur un tour que ne l'est Hamilton. Alors après évidemment, là il y a le trou, Alonso, il est à 1 seconde pleine de Vettel, on va dire c'est quand même plus proche qu'en Australie, mais bon, voilà, des belles qualifs aussi, et puis surtout, dans les dernières secondes, on vient arracher la pole, moi j'ai aimé, voilà. Alors justement, ça soulève, tous ces chiffres soulèvent, et le Grand Prix soulève plein de questions. Tu viens de faire allusion au fait que Hamilton, il avait roulé beaucoup dans les qualifs, il avait donc même usé des pneus. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on ne le revoit pas, par exemple, monter des pneus tendres en fin de Grand Prix, alors qu'il s'est arrêté 4 fois, qu'il a mis les pneus durs? Et puis là, je vais vous le dire, je vous l'annonce, le coup de gueule de Jean-Luc à propos des pneus. Parce qu'on va ouvrir le grand chapitre pneus. Ils sont ronds et noirs, mais ce n'est pas suffisant. Et en caoutchouc. Alors moi je demande 2 choses. Comme c'est absolument vital pour comprendre la course et pour tenter de l'expliquer, ce que nous faisons donc bien sûr avec Patrick Tambay en direct sur RMC. Si on n'a pas la clé, alors j'ai regardé mes notes, et j'ai regardé mes notes par rapport à la référence qui est ce que nous donne Pirelli plus tard, plusieurs heures après. J'ai fait que 2 erreurs. Je suis assez fier sur une 25 changements de pneumatiques, je ne me suis pas trop gouré. Alors pourquoi 2 erreurs? Déjà parce qu'à mon avis, le flanc du pneu n'est pas assez lisible, je suis désolé. La bande jaune, elle doit être beaucoup plus large, comme c'est le cas en IndyCar. Je sais que ça déplaît viscéralement en Formule 1, mais nom d'un chien, c'est extrêmement simple. Quand c'est bien quelque part, il faut suffit de copier. On fait pareil, on met une belle bande comme ça, et comme ça, du premier coup d'œil, à l'intérieur, à l'extérieur, en caméra embarquée ou à l'extérieur, on sait de quoi il s'agit. Parce que le caméraman dans les stands, il est parfois gêné par les mécaniciens, il n'est pas toujours sur les pneus. Premier point. Donc ça évitera les 2 erreurs.
Deuxième point, alors moi je demande, et c'est ce qu'on avait je crois demandé à Pirelli, qu'il y ait plus de différence. Alors de performance, a priori, elles y sont, entre les pneus tendres et les pneus durs. Mais de longévité dans un chien, c'est totalement anormal. Alors là on est bien d'accord, même les relevés officiels de Pirelli, on fait une douzaine de tours avec des pneus tendres, et dans certains cas on fait pareil. Avec en roulant moins vite. Alors en roulant moins vite. Alors là il y a un vrai problème. Donc c'est la raison d'ailleurs, c'est déjà avoué par Pirelli, puisque ils ont demandé aux pilotes et aux écuries de tester 2 trains de pneumatiques, de nouveaux pneus durs, le vendredi matin en essai libre et de faire remonter les infos. Donc Pirelli s'est bien rendu compte du problème. Je les assassine surtout pas. Je critique ce qui est, sans liberté de critiquer, et n'est pas d'éloge flatteur. Voilà, exactement. Donc la prochaine fois. Mais on va y venir. Je suis persuadé que nos amis de Pirelli auront bien reçu le message. Voilà. C'est fait. Autre chapitre qu'on peut ouvrir, Jean-Luc, avec aventure et mésaventures, sourire et hélas, pas de sourire pour l'autre, c'est encore Lotus Renault GP. Quel départ des 2 pilotes. Heidfeld, c'est un miracle, il s'est enfin réveillé, et Petrov qui lui a carrément une belle sortie avec carrément rupture de la colonne de direction. Voilà, c'est un peu les 2 aspects aussi de ce chapitre-là. Les questions nous ont été posées également sur notre forum sur Lotus Renault GP, 2e podium en 2 Grands Prix, donc une force avec laquelle il va falloir compter. Absolument. Alors on le dit depuis le début, on l'a compris. On a compris que c'était pas mal lors des essais hivernaux, mais on a tellement été déçus par d'autres, par Mercedes, on va y venir certainement, que par Ferrari aussi, par rapport au niveau de performance pressentie dans les essais, que là, il faut attendre encore une fois la vraie bataille, la vraie confrontation sur le terrain, dans les mêmes conditions et de surcroît chaude et humide, comme c'est le cas en Malaisie. Et là, la décharge de tout le monde, on n'a pas pu tester, c'était prévu à Bahreïn. Bon, c'est moins humide à Bahreïn, mais c'est très chaud. On aurait dû tester normalement le package aéro, tester les pneumatiques et la manière de l'utiliser. On n'a pas pu. Bon, donc maintenant, j'en reviens effectivement à ce que tu disais. C'est clair que là, et j'ai oublié ta question, mais donc je vais y revenir dans un instant, en retombant sur mes pattes, voilà, avec Lotus Renault. Le départ des Lotus Renault, là ils ont un truc, parce que là ils ont un truc, je pense, et je sais pas du tout pour lever un lièvre, hein, j'espère que c'est légal, tu te rappelles à une époque des départs mais canons des Renault, ils avaient trouvé un système absolument fabuleux, la FIA a été obligée de légiférer, je pense pas que ce soit le cas, hein, très honnêtement, et ils lisaient même le dernier feu rouge, au moment où le dernier, il y avait une lecture optique, tac, ça a déclenché le procédure de départ. Là, en tout cas, instantanéité de réaction des 2 pilotes, génial. Ça, c'est un départ canon. Alors, tu dis, Heidfeld s'est réveillé, je crois plutôt dans la bonne dynamique. Ils ont très peu roulé aux essais. Là, après les problèmes de moyeux, on s'en rappelle, hein, les moyeux qui ont affecté les 2 voitures de manière très spectaculaire, d'ailleurs, pour Petrov, qui sort de la piste, heureusement, à un endroit sans gravité, mais bon, c'était quand même chaud. Et puis, bon, Trulli, je vais y arriver, Heidfeld qui arrive sur 3 roues, etc. Bon, là, départ canon, et puis ça donne du piment à la course, parce que ça veut dire qu'il est deuxième. Ça handicape en revanche les McLaren, évidemment. Les McLaren eût été mieux placés au basque de Vettel, et Vettel, il commence à bâtir son avance à ce moment-là. Donc, remarquable résultat, un 2e podium d'affilée avec l'autre pilote, Heidfeld. Malheureusement, et on en vient à la sortie spectaculaire, Petrov, on ne peut pas l'en vouloir. À 5 tours de l'arrivée, il se loupe, dans sûrement très peu d'adhérence, etc. Il sort et malheureusement à très grande vitesse, il revient sur la piste et là, il faut peut-être y réfléchir, les vibreurs servent de rampe de lancement et il monte à, on va dire, au moins 1 mètre ou 1,50 m. Évidemment, quand il retombe, la direction se brise, la colonne de direction, et comme je l'évoquais en direct, ça rappelle de très mauvais souvenirs, puisqu'Ayrton Senna s'est tué comme ça, hein, à Imola, le 1er mai 1994. Donc le pilote est passager de sa voiture, il se retrouve avec un volant fou, et là, il ne sait plus où il va. Heureusement, la voiture s'arrête immédiatement, mais on a eu chaud, et on a pu avoir peur. Voilà. Et puis lui, la colonne vertébrale aussi a dû... là, à mon avis, aujourd'hui, il a mal au Alors, en revanche, moi j'ai envie d'aborder aussi un autre problème, c'est celui de Ferrari. On y faisait allusion tout à l'heure. On évoque déjà une 150e B du côté de chez Ferrari. Vous êtes quelques-uns sur le site internet aussi à avoir fait référence à un aileron un peu travaillé pour façon Red Bull, apparemment un peu flexible, même si chez Red Bull on continue de dire qu'il n'est pas flexible. Qu'il répond, à la réglementation. Voilà. Donc on en est déjà à revoir sa copie chez Ferrari. Je crois que oui, de toute manière, les grandes équipes, effectivement, ont cette capacité formidable à réagir dans des délais extrêmement brefs. On l'a vu avec McLaren qui s'était fourvoyé donc avec son échappement, le fameux octopus, l'échappement de pieuvre. Mais attention, on continue à travailler là-dessus. On le verra peut-être réapparaître un peu plus tard dans la saison. Un échappement, encore une fois, soufflé, qui souffle en dessous et qui régénère de l'appui aérodynamique. Bon, là, on est évidemment sur d'autres choses chez Ferrari. Je crois que malheureusement, les belles perspectives
envisagé lors des essais hivernaux avec du froid, etc., et un circuit différent, eh bien, ne se confirme pas lors des 2 premiers Grands Prix. Alors, Alonso le dit, il reste optimiste, parce qu'en course, le bilan est meilleur. Il ne serait pas remonté à la 3e position. Non. Il n'aurait pas mené un combat formidable face à Lewis Hamilton. Donc, et c'est vrai, et Massa aussi, hein. Massa qui est aussi, devant Alonso. On voit d'ailleurs que les 2 pilotes Ferrari ont le droit de se battre, et ça aussi, ça me fait bien plaisir. On l'a vu dès le départ. Donc, je pense que Ferrari va redresser la barre petit à petit. Alors, une version B, ça évolue, tu sais, en permanence. Ouais, ouais. Hein. Ils travaillent sans arrêt. On voit des nouveaux ailerons. Alors, les ailerons flexibles, un mot, pour moi, effectivement, c'est un loup qu'on fait sortir du bois à chaque fois. Il faut bien trouver une explication pour les autres équipes au succès de Red Bull. Peut-être qu'il est en partie dû à ça. En tout cas, on répond à la réglementation, c'est-à-dire que tu sais qu'on mesure la flexibilité à l'arrêt en mettant 300 kg à chaque bout. Eh bien, la flexibilité de l'aileron correspond au règlement. Donc, il faut durcir le règlement ou j'en sais rien. En tout cas, on utilise les limites du règlement, mais c'est la règle de la Formule 1. On ne peut pas le reprocher à Red Bull, je suis désolé. Alors, on reste avec Ferrari, on reste avec Alonso et on part directement avec cette bagarre avec Lewis Hamilton où les deux ont écopé de 20 secondes. Là encore, de pénalité. Bon, là encore, est-ce que c'est pas un peu trop politiquement correct tout ça? Ah si, un peu trop. Alors à mon avis, bon, il y a une erreur. D'ailleurs, le premier pénalisé, c'est l'erreur d'Alonso lorsqu'il est en bagarre. À la sortie de cette courbe, là où finalement Hamilton est un tout petit peu moins rapide que ce à quoi il s'attend, il faut voir que ça passe, on n'est plus dans les centimètres, là, ça passe au millimètre. Malheureusement, ça passe pas. Donc la moustache avant gauche de la Ferrari vient heurter le fond plat d'abord, la dérive, l'extracteur et le pneu arrière droit de la McLaren. Et donc, évidemment, la Ferrari et Alonso doivent repasser au stand, changer le museau, etc. Bon, ok, et on lui change les pneus. D'ailleurs, on lui remet des durs. On ne comprend pas trop parce qu'il a déjà des durs. On aurait pu lui remettre des tendres et là, il aurait peut-être des runs. Bon, ok. Voilà. Quant à Hamilton, eh bien, on lui reproche dans la ligne droite des stands d'avoir 2 fois changé de trajectoire. Alors que c'est une fois autorisé. Mais alors là, pour être clair, pas de manière dangereuse, pas du tout. Non. Il ne nous a pas fait du tout une Schumacher de la grande époque. Donc, heureusement, je trouve que c'est un peu sévère, voire très sévère. 20 secondes de pénalité, ça coûte 0 à Alonso qui ne perd même pas une place. En revanche, ça coûte une place à Hamilton. C'est dommage. Parce que bon, à un moment donné, on peut se dire quand même, allez, il essaye de rompre le fait que son adversaire prend l'aspiration, avec l'histoire du DRS en plus. Bon, si maintenant on ajoute des avantages à celui qui suit et on pénalise un peu trop celui qui est devant, c'était pas dangereux, il l'a pas mis dans le mur, il a juste essayé de rompre il fallait un peu de souplesse. Et pourtant, un pilote, Emmanuel Pirot, qui était là-bas. Hein, oui, donc, allez, un petit peu de... Je pense qu'on a choisi la fermeté depuis le début de la saison, de manière à démontrer aux pilotes qu'il faut respecter le règlement. On l'a vu avec Sauber, les Sauber déclassés les deux. Alors heureusement, on va certainement parler Kobayashi, qui lui récupère une place. Du coup, avec la pénalité appliquée à Hamilton, il récupère la 7e place. Mérité, enfin, beau combat de Kamui Kobayashi, comme toujours, et aussi de Sergio Pérez, mais qui s'arrête pour des raisons mécaniques. Justement, Kobayashi face à Schumacher, génial. Franchement, entre guillemets, le gamin face à un septuple champion du monde, bon, il a dû... Pas de respect, on y va, et puis de la bagarre à tous les niveaux. En Mercedes, justement, bagarre, Schumacher-Rosberg, c'est encore la cata. Là, c'est une calamité. C'est une calamité. Là, je pense que chez Mercedes, on sait qu'il y a eu des réunions au plus haut niveau et que les responsables de Mercedes, c'est-à-dire que ça coûte quand même très cher, ce rachat de l'écurie, on parle quand même de quelques centaines de millions d'euros, plus l'exploitation, plus le salaire de Schumacher, plus. Et puis, c'est le nom Mercedes qui est engagé. L'idée de départ, c'est quand même le retour glorieux de Mercedes sous ses couleurs originelles, l'argent, repeindre, j'aime bien cette expression, repeindre la combinaison rouge de Schumacher en argenté pour en faire un ambassadeur. Là, on est tellement loin du compte. Là, c'est même pas on est loin du podium, c'est qu'on ne met pas un pied devant l'autre. En qualification, une nouvelle fois, Schumacher se fait allumer par Rosberg, pas qu'un peu, 7/10 de seconde. En course, Schumacher fait un peu mieux que Rosberg, qui n'y était pas, mais il y a de quoi se décourager au bout d'un moment. Donc là, alors pour le coup, c'est une grande équipe. C'est l'équipe Brown Grand Prix qui dominait tout il y a 2 ans. Il faut réagir, les gars. Alors, je sais qu'ils bossent comme des fous, mais là, il faut se remettre dans l'air du temps, parce que là, on est très, très loin du compte. Il faut réorganiser tout ça. Et Ross Brown a certainement beaucoup de pain sur la planche. Pour conclure rapidement, Jean-Luc, on a beaucoup parlé tout à l'heure des dépassements et des bagarres. Est-ce qu'enfin, on va dire, le DRS et le KERS ont, d'après toi, un petit peu joué enfin leur rôle? Est-ce qu'on arrête on a vu, c'est mieux? Alors, oui et non. Pour conclure.
Oui, parce que je pense que ça a permis certains dépassements, effectivement. Je pense que le surcroît de puissance, encore une fois, environ 10% de la puissance du moteur, 75-80 chevaux, ça permet naturellement de dépasser. Et puis, alors dans des conditions très particulières, à moins d'une seconde de celui qui vous précède, l'effacement de l'aileron permet un surcroît de vitesse de pointe. On l'a vu à 2 ou 3 reprises très clairement en caméra embarquée. On a vu effectivement que ça donnait du boost à la voiture. Bon, et après, on peut repasser. C'est comme ça qu'on a des bagarres. Alors oui, en partie, mais non, parce que qui gagne? Sébastien Vettel, avec pratiquement pas de Kers. On entendait son ingénieur lui dire « no Kers » et Weber qui fait une remontée canon, mauvais départ, lui enfermé dans le paquet, qui remonte très fort, sans Kers. Donc oui et non. Et puis on commence à voir quelques petits problèmes de fonctionnement du DRS qui malheureusement ne se remet pas totalement en position. Ça c'est très dangereux, je le répète une nouvelle fois. Si jamais un pilote aborde une courbe à plus de 200, à 250 avec un aileron qui ne lui redonne pas l'appui aérodynamique auquel il s'attend, le pilote sort, il ne peut rien faire. Là aussi, il est passager de sa voiture et il peut aller très très loin. Donc ça, attention. Attention, et puis attention donc au prochain Grand Prix avec Vettel devant. Écoute, il va essayer. De toute façon, il a les atouts pour le faire, mais moi, je ne suis pas certain. Tu vois, là, sa tenue, la pole a tenu à peu. Le départ l'a servi, on l'a dit et redit, parce que Heidfeld est venu se mettre au milieu. Les McLaren sont vraiment pas loin. Si les McLaren partent devant, c'est peut-être ce qu'il faudrait souhaiter pour la beauté du sport. Voilà. C'est dit, si McLaren part devant, on en reparle dans notre prochain débriefing. Salut à tous!